Aujourd'hui, Odile Mattei vous emmène à Saint-Genis-sur-Guiers, situé à 29 km à l'ouest de Chambéry, dans le département de la Savoie. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous pendant cette grosse demi-heure et merci à vous tous qui régulièrement nous envoyez par écrit vos témoignages de sympathie. Ça fait chaud au cœur et c'est vraiment agréable le matin quand on arrive de dépouiller ce genre de courrier. Alors comme vient de vous le dire Adrien, aujourd'hui on vous amène en Savoie. C'est à Saint-Genis-sur-Guiers. Saint-Genis avec un X. Un X. Alors Bernard Arnault, bonjour. Bonjour. Alors vous avez contracté un virus bien agréable, hein, on va dire, oui. Il y a quelques années grâce à votre complice Suzanne. C'est le virus de l'histoire, de recherche historique. Voilà, et aussi de la géographie. Alors vous nous situez cette commune de Saint-Genis-sur-Guiers. Saint-Genis-sur-Guiers, c'est une commune, c'est un chef-lieu de canton de 1750 habitants au dernier recensement, c'est-à-dire il y a 6 ans. Je pense qu'il doit compter actuellement... Allez, on va dire 2000. 2000 voilà, temps maintenant. Voilà, tout à fait. Et donc Saint-Genis-sur-Guiers est situé au confluent du Rhône et du Guiers, à la limite du département de l'Indre-Isère. Donc Saint-Genis fait partie d'un ensemble de cantons et on appelle cette région le Petit Bugey. Le Petit Bugey, voilà. Oui. Par rapport au Bugey qu'il y a dans l'Ain situé, oui, disons par rapport au Bugey département de l'Ain. Alors, Adrien a dit que c'était tout près de Chambéry. On va dire que c'est pas très loin non plus de Grenoble, de Lyon. Oui, disons que c'est à 45 minutes de Lyon par l'autoroute. C'est à un quart d'heure de Chambéry, pardon. Et pas très loin de Pont-de-Beauvoisin. Voilà, et puis bon, disons Pont-de-Beauvoisin, c'est sûr. Oui. Alors, l'avant-pays savoyard est coupé de son département par une montagne ici, hein. Oui, donc par une montagne, c'est la montagne de l'Épine, véritable barrière naturelle qui fait que Saint-Genis a développé plus son activité et son habitat en copiant un petit peu sur le Dauphiné. Et c'est pour ça que on ne retrouve pas dans la région de l'avant-pays, on ne retrouve pas les chalets typiques savoyards, on trouve plutôt la maison dauphinoise. Alors, on a dit Saint-Genis-sur-Guiers. Guiers, c'est une rivière qui prend sa source. Voilà, donc Guiers, c'est une rivière qui prend sa source dans le massif de la Chartreuse. Et donc le Guiers a été frontière de 1377. Frontière naturelle. De 1377 à 1860. Donc cette rivière séparait le royaume de Piémont-Sardaigne au royaume de France. Et donc, en 1860, il y a eu le rattachement de la Savoie à la France. Voilà, on est en France ici que depuis 1860. Voilà, depuis 1860. Alors, je suppose qu'il y a eu des échanges commerciaux qui sont établis entre les deux rives là, du Guiers. Il y a eu la particularité du Guiers, ce sont ces villes jumelles un petit peu qui se sont développées de part et d'autre de la rivière et qui ont fait que des échanges avaient lieu au cours des foires et des marchés notamment, et puis pour ne pas perdre l'habitude, pour relancer un petit peu l'économie, il y a eu une activité tout à fait illégale qui était la contrebande. Et d'où un célèbre bandit au grand cœur, Louis Mandrin, oui. Louis Mandrin qui a œuvré dans notre région et qui venait se reposer entre deux campagnes à Rochefort, au château de Rochefort. Où il a été fait prisonnier d'ailleurs. Où il a été fait prisonnier, oui. Alors cette situation géographique particulière a influencé l'architecture, hein, vous avez dit, voilà. et aussi un petit peu l'histoire. Alors l'architecture, les maisons. Donc l'architecture, eh bien, on retrouve en avant-pays savoyard, on retrouve la maison typique dauphinoise, c'est-à-dire une vaste bâtisse cubique ou parallélépipédique, surmontée d'un toit en tuiles écailles et anciennement recouvert de chaume. Donc il faut dire aussi que le pisé, c'est un type d'argile que l'on trouvait dans le coin et qui facilitait grandement la construction. Et donc... il faut dire qu'autrefois, d'ailleurs, il y avait des entreprises, des usines qui fabriquaient des tuiles. Hein.
Il y avait entre autres une fabrique de briqueterie, de briques et de tuiles. On fabriquait les tuiles à partir d'argile qui étaient produites que l'on trouvait au bord du Rhône. Et l'usine était relativement importante puisqu'elle occupait plus d'une centaine d'ouvriers. Donc on faisait les murs et les toits aussi, grâce à cette machine. Voilà, on faisait un petit peu tout. Je vous propose une petite pause avec des enluminures. Et oui, Suzanne a des talents. Alors au Moyen-Âge, les scribes écrivaient sur les parchemins des extraits de la Bible et réalisaient des enluminures. Alors ce sont des dessins, des calligraphies, des décorations adaptées au texte. Pigments naturels rehaussés d'or. Ce sont quelques travaux de Suzanne Gauthier. Alors Suzanne, vous faites beaucoup de recherches avec Bernard. L'histoire de Saint-Genis, vous la feriez débuter à quelle époque? L'histoire de Elle est connue à quelle époque? Voilà. Elle se situe depuis fort longtemps, bien avant le Moyen-Âge. Où Saint-Genis, on sait que Saint-Genis a été envahi par des peuplades venues de loin, en particulier de l'Est. Une peuplade est restée fort longtemps, c'était les Allobroges, qui ont été ensuite, qui ont cédé la place aux armées romaines qui remontaient la vallée du Rhône. Les Romains se sont installés pour 5 siècles et ont laissé des traces de leur civilisation. On a retrouvé des pièces de monnaie, des amphores, des inscriptions, des poteries. Il y a même, on retrouve la trace des voies romaines dans la région. Et il y avait un pont romain sur le Guiers dont les piliers sont encore dans l'eau, au fond de l'eau, on les voit bien d'ailleurs. Alors au Moyen-Âge, oui. Saint-Genis, c'est une petite ville fortifiée. Fortifiée. À la suite d'invasions, d'épidémies, d'incendies, Saint-Genis se protège dans des remparts fermés par 3 portes. Il en reste une d'ailleurs, on retrouve la porte du faubourg est encore intacte. Dans la commune de Saint-Genis. Dans la commune de Saint-Genis. Alors il y a des traces comme ça de l'histoire du Moyen-Âge. Alors dans Saint-Genis, oui, il y avait un prieuré. Ce prieuré est toujours existant, mais il a été restauré, il a été transformé un petit peu. Il y avait un château féodal qui bordait une rue qu'on appelle toujours la rue des Juifs, et cette rue a eu une histoire. Les Juifs s'étaient réfugiés là en 1350 environ, mais on les a vite accusés de semer la peste dans le pays et ils ont été massacrés et leurs biens confisqués. Il y avait un atelier monétaire, la période était assez florissante. Donc on retrouve un atelier monétaire, enfin on n'a pas, si on ne le situe pas exactement, mais on a retrouvé les personnes qui travaillaient dans cet atelier, enfin les noms des personnes. Alors à partir du 19e siècle, il y a quelques usines et quelques plantations. Voilà, alors ensuite, on trouve dans la région, on trouve à Saint-Genis la culture du chanvre en particulier. Du tabac, il paraît. Du tabac, pas mal de tabac, le terrain était assez favorable à la culture du tabac et c'était une activité florissante pour la campagne. Il y a eu aussi, on a tissé de la soie à Saint-Genis, il y avait des élevages de vers à soie, initialement il y en avait dans toutes les maisons et puis ensuite cette soie avait un lustre particulier, donc on a pu, des usines se sont installées et c'était une activité qui avait une très belle renommée dans la région. Et alors on m'a parlé aussi de fabriques de bandage. Oui, effectivement, les fabriques de bandage se sont installées un petit peu plus tard, la première a dû être en place autour de 1860. Les fabriques de bandage fabriquaient des petits appareils pour maintenir une hernie. Enfin, il y avait les bandages, des bas de contention, des ceintures de maintien. Et ces usines étaient très florissantes parce qu'elles produisaient des pièces vraiment de qualité. Les peaux venaient de Niort et les aciers d'Angleterre. Il n'y avait pas de concurrence.
Les bandages étaient même exportés en Italie, en Suisse et un petit peu partout à l'époque. Et puis quand la chirurgie a fait des progrès, évidemment, on n'a plus besoin de bandages. Voilà. Vous vouliez dire un mot aussi sur un savant du pays? Oui, il y a eu le père Pierre-Marie Descôtes qui est né à Joudin, c'est un petit hameau de Saint-Genis. Et il a fait des études remarquables en sismologie à l'Observatoire de La Paz et qui est resté l'observatoire le plus célèbre du monde pendant très très longtemps. Alors Suzanne, votre passion vous a mené jusqu'à l'écriture d'un livre. Sûr. Oui. Et vous avez même eu un prix? Oui, tout à fait. L'année dernière, oui, j'ai reçu un prix à Paris pour cet ouvrage, parce qu'il représentait un intérêt historique certain dans la mesure où j'ai fait des recherches aux archives départementales. Eh ben voilà. Voilà. Ah, puis vous avez même passionné Bernard qui est là, tout timide dans son coin, qui vous écoute parler. C'est-à-dire je suis passionné, c'est pour ça que je l'écoute d'ailleurs. C'est vrai qu'elle est passionnante, Suzanne. Allez, tout de suite, c'est la séquence archive d'Adrien. C'est un film qui a déniché, qui a été tourné en 1960 par Monsieur Gauffoz. C'est une reconstitution historique de l'arrestation de Mandrin au château de Rochefort, à 2 pas d'ici. Joëlle Perrier, bonjour. Bonjour. Alors, vous faites partie d'une association qui s'intitule Rencontres et Loisirs et qui a pour but d'animer la vie du village de Saint-Maurice-de-Retrance et de faire vivre le musée Galetti. Alors, présentez-nous Galetti. Galetti est un pionnier complètement méconnu de la télégraphie sans fil. C'est un contemporain de Marconi, né en Italie, de père franco-italien et de mère anglaise, ce qui fait que c'était un Européen bien avant nous. Il a construit une station de télégraphie sans fil en 1912-1913, station qui était la plus puissante du monde à l'époque. Il l'avait construite à Champagneux, au hameau de l'Échaud, dans la plaine du Rhône. Donc la plaine du Rhône servait de prise de terre et la falaise de Saint-Maurice-de-Retrance de réflecteur. Cette falaise faisait 500 mètres et l'antenne harpe de 10 km de long venait se fixer sur le bord de la falaise à Saint-Maurice-de-Retrance. Pendant l'hiver 1913-1914, Galetti a réussi à communiquer régulièrement avec Tuckerton au New Jersey, aux USA. Le musée de la radio qui lui est consacré à Saint-Maurice-de-Retrance a collecté des postes de télégraphie sans fil grâce à la collaboration du Club Histoire et Collection Radio. Alors si quelques personnes ont des postes dans les greniers, vous êtes preneur? Avec plaisir, oui, bien sûr. Si vous avez dans vos greniers des postes radio, pensez au musée Galetti. Alors le 14 juin, qu'est-ce qui va se passer dans Le 14 juin, pour la 10e fois, il y aura une commémoration Galetti. Lors de cette manifestation, le Club Histoire et Collection Radio fait une brocante, exposition radio et télévision, puisque cette année, le thème de la journée est l'histoire de la télévision. Le REF Savoie est chargé donc de faire des émissions réception radio et cette année donc télévision.
Et nous aurons le plaisir d'accueillir des conférenciers, dont un conférencier de FR3, M. Couchou. À la retraite, Monsieur Couchou, oui, Monsieur Ledos et Monsieur Amoudry qui feront une conférence sur l'histoire de la télévision. Le musée est ouvert quand? Le musée est ouvert le dimanche à partir du mois de mai et juin, ainsi que septembre. Et quatre permanences sont faites en juillet et août, le dimanche, le lundi, le jeudi et le samedi. Des permanences faites, tenues par des bénévoles. Oui. Pourquoi Galetti n'est-il pas célèbre, sauf pour les initiés? Alors Galetti n'est pas célèbre parce que sa station a été démontée par la guerre de 14-18. En effet, Galetti à ce moment-là était capable de communiquer avec l'Amérique et il était en train d'étendre son antenne pour communiquer avec la Russie avec une puissance multiple de la Tour Eiffel. Mais le lieutenant-colonel Ferrier, qui était à l'époque à la Tour Eiffel, a décidé de réquisitionner cette station alors qu'elle pouvait rendre de grands services à la France à cette époque-là. Alors cette station a été démontée sans précaution et pour Galetti, la course à la télégraphie sans fil était terminée. Voilà. Donc si vous voulez connaître toute l'histoire, la vie de ce savant, Galetti, vous n'avez qu'à vous rendre donc au petit musée Galetti qui se trouve à combien? 10 km d'ici? Il se trouve à 10 km d'ici sur un circuit de randonnée qui peut vous emmener aussi sur le site des fils d'où vous pouvez découvrir le panorama sur le Rhône. Voilà, et c'est à Saint-Maurice de Roteras. On va faire un petit voyage avec, j'avais envie de dire, un artisan, un artiste, Jean-Claude Blanc. Il travaille le bois, le noyer en particulier, le zinc, le laiton, le cuivre, enfin tous les métaux. Il les façonne, il les tresse, les repousse, les étire. Regardez quelques réalisations de Jean-Claude Blanc. Son atelier se trouve dans quel village? Son atelier se trouve au village de Valéchaud, c'est-à-dire très près de Champagneux, où il travaille régulièrement, vous avez à peu près tout dit sur son travail. C'est un artiste complet et il est un des meilleurs ouvriers de France. Enfin, dans un domaine, notre domaine. Dans notre domaine, mais il est bourré de talent. Il est plein de talent. C'est un garçon plein de talent. Bernard Finet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un amoureux de la nature. Et ici, vous êtes gâté, hein? Vous en avez des espaces, hein? Et des chevaux. Et des chevaux. Alors, vous allez peut-être nous promener au travers de la campagne, on va dire des plaines et des montagnes. Hein? Vous êtes gâté aussi au niveau de la variété des reliefs. C'est vrai que lorsqu'on pense Savoie, on pense neige. Ouais. Et nous, on profite de la Savoie sans la neige. Donc on utilise au maximum notre avant-pays savoyard qui se situe à l'altitude moyenne de façon à en profiter tout au long de l'année. C'est pour ça qu'on a favorisé le tourisme vert. Alors, le tourisme vert, il s'adresse aux pédestres, il s'adresse aux équestres, il s'adresse à l'attelage, il s'adresse aux VTT, aux familles, à tous ceux qui veulent en profiter. Alors, où est-ce que vous allez nous guider, là, dans ce pousse-café? Je peux vous guider au pousse-café sur des grands itinéraires. Par exemple, notre région est traversée par le GR9, qui va devenir sous peu le GR65, puisqu'il devient l'itinéraire de jonction Genève-Le Puy des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Il y a aussi l'itinéraire Equisabaudia, qui traverse la Savoie, qui est un itinéraire équestre, qui regroupe 1200 km de chemin balisé, d'itinéraire équestre. Il y a des boucles de pays qui permettent aux gens de quitter leur région. Exemple, la boucle de Côte-en-Vert, les balcons de Saint-Maurice, les bords du Guiers, les bords du Rhône.
Il y a des itinéraires d'attelage aussi, puisque l'altitude moyenne le permet. Et voilà ici le macaron et Kissavodia. En plus, il y a des projets, puisque c'est une vocation, le tourisme vert, il faut qu'on avance et il faut qu'on fasse des projets. Et ces projets vont se réaliser d'ici 1999. C'est un projet lancé par le district du Guiers, avec l'Office du tourisme évidemment et les 13 communes qui participent. Ce projet consiste à ouvrir un sentier pédestre qui relierait le Rhône d'une part, au lac d'Aiguebelette d'autre part, avec comme fil conducteur le fil de l'eau. Ah ben voilà. Voilà. Le lac d'Aiguebelette, il est pas loin. Le lac d'Aiguebelette n'est pas loin. Il est au pied de cette barrière rocheuse de l'Épine dont on parlait tout à l'heure. Dites-moi, Bernard Finet, oui. est-ce que ce sont des moments de partage avec des villageois, Oui. ces randonnées, soit équestres, soit pédestres? La randonnée, c'est quelque chose d'extraordinaire. La randonnée, c'est un moyen de se déplacer autrement que nous le faisons d'habitude, mais c'est aussi le moyen de rencontrer du paysage, de regarder la petite fleur, la petite serrure quand on en a besoin, quand on en a envie. Et c'est aussi le moyen de côtoyer des gens que l'on ne connaît pas et qui, nous voyant arriver par exemple avec les chevaux ou pour les pèlerins le bâton à la main, n'hésiteront pas à venir parler avec eux, à faire connaissance, voire même à les accueillir. L'accueil en avant-pays savoyard est en train de se structurer et des gîtes, petit à petit, se mettent en place pour accueillir les pèlerins, les randonneurs. Emmanuel Ferraud, bonjour. Vous êtes le directeur de l'Office du tourisme. Alors, est à la disposition des touristes et des visiteurs Topo guide qui comprend donc 21 fiches sentiers pour tout le Vampy savoyard. Les fiches décrivent les sentiers, l'itinéraire, l'histoire. Chaque sentier est donc agrémenté de panneaux explicatifs sur la faune, la flore, l'histoire. Alors, ça va d'où à où? Donc les sentiers partent de Yenne à peu près jusqu'à la Chartreuse. Alors, on a dit qu'on peut se faire donc des balades à pied, en VTT, à cheval. Je crois qu'il y a même des... On peut voler, non? On peut voler, donc on peut faire du deltaplane, parapente. À Saint-Maurice, voilà. Delta, parapente, le canoë-kayak, équitation. Voilà, bon écoutez, Voilà. l'Office du tourisme, Emmanuel, Ouais. est là Et pour nous sommes là. vous renseigner. Il y a des écuries que vous avez dû visiter, Oui, Bernard Finet, les écuries à Saint-Genis, ce sont des écuries de Mondragon. Il s'agit d'une école d'équitation possédant un moniteur, 60 une chevaux. bonne cavalerie, j'allais le dire, 60 chevaux, une cavalerie importante. Son objectif, c'est d'une part d'enseigner l'équitation, d'autre part de faire valoir, faire vivre un certain élevage. Bon, ces établissements sont très complémentaires, si vous voulez, au tourisme équestre, puisqu'ils dispensent la formation de base nécessaire à tout cavalier pour aller en extérieur. Et nous, de notre côté, favorisant l'extérieur, les chemins et la pratique extérieure de l'équitation, récupérons les adeptes. Alors, ils s'entraînent, je crois, pour des concours de saut. Oui, alors bien sûr, l'équitation, l'équitation, ça veut dire de l'obstacle, ça veut dire du dressage, ça veut dire aussi du complet, pourquoi pas. Et ça peut aussi dire de l'attelage, ça peut aussi dire du travail aux longues graines, ça peut aussi dire beaucoup de choses. L'équitation est quelque chose de très... Enfin, le cheval, plutôt que l'équitation, est quelque chose de très complet. Alors, poney club, élevage aussi. Élevage aussi, oui. Voilà. Et on peut donc, je disais, utiliser le cheval dans un éventail assez large de disciplines, ce qui est un très gros avantage. Vous vouliez nous présenter une toute nouvelle carte? Eh bien oui, je vous présente à la place de la 32 Est, ça c'est pour les initiés. ancien modèle. Je vous présente la nouvelle Top 25 32 ET, qui est la carte Belay-Saint-Genis-sur-Guiers, qui déborde, comme on disait tout à l'heure, en France et chez nous. Et ici, à Saint-Genis-sur-Guiers, il y a des produits du terroir. Quels sont-ils, Emmanuel? Vous nous les présentez? Le fromage. Allez, commencez par le fromage si vous voulez. Donc c'est des fromages qui sont fabriqués à Saint-Genis, au lait cru de vache, que nous voyons le plateau. Donc, donc il y a le Saint-Genis sur la gauche. Voilà. Alors, du Saint-Genis, il y a du pavé du Guiers. Il y a du Saint-Marcelin à côté, le Saint-Félicien. Il y a du pavé du Guiers, il y a de la rigotte
Et il y a du Condor. Voilà pour le plateau de fromage, donc on peut se procurer ici à Saint-Genis-sur-Guiers et à Saint-Genis. Vous savez ce qu'il y a, c'est un dessert, c'est sucré, ou au petit déjeuner même, c'est très très bon. C'est une brioche avec de grosses pralines rouges et elle s'appelle le Saint-Genis, le gâteau de Saint-Genis. Donc il y a toute une histoire, beaucoup de légendes autour de cette brioche, mais au 19e siècle, il y a un hôtelier restaurateur, qu'est-ce qu'il fait ? Un hôtelier de restaurateur qui servait donc le gâteau à son restaurant avec une praline rouge pour se mettre de la brioche. Alors il essaye d'améliorer cette recette et il dépose une marque en fait. Il dépose la marque Gâteau à la Bully qui est ensuite vulgarisée sous le nom Gâteau de Saint-Genis. Voilà. Aujourd'hui, il faut dire, Emmanuel, qu'il y a 3 boulangeries-pâtisseries qui proposent ce gâteau, le Saint-Genis. Il y a 3 boulangeries. Et je sais qu'il y a des gens qui viennent de Lyon, de Chambéry, de Grenoble, pour acheter donc, ce gâteau qui pèse environ 600 grammes. 600 grammes et donc caractérisé par ces grosses pralines rouges au-dessus et à l'intérieur. Voilà. Et les vrais Saint-Genis, vous ne pouvez les déguster en fait qu'ici. Ils sortent des ateliers d'ici et pas dans la Drôme, enfin c'est les chauvins qui disent ça. C'est ici, c'est à Saint-Genis. Une seule famille perpétue la tradition et produit du vin d'Allobroges. Suzanne, c'est en souvenir des Allobroges. Donc avec des cépages jacquère, chardonnay, gamay, rouge et rosé. Tout de suite, l'agenda d'Adrien. Bonjour à tous, l'équipe d'Emmanuel Ferraud de l'Office de tourisme vous donnera toutes les informations sur Saint-Genis-sur-Guiers et notamment concernant le musée Galetti, les marchés de pays, les expositions d'artisans et la foire à la brocante du 8 mai prochain. Téléphonez au 04 76 31 63 16. Sachez que l'IGN vient de sortir une carte de la région de Saint-Genis-sur-Guiers pour les amateurs de randonnée. Les 25 premiers téléspectateurs qui nous écriront auront la possibilité de les recevoir. Pour cela, envoyez-nous votre demande à Pouce Café, France 3, boîte postale 3092, 69 399, Lyon, CEDEX 03. Enfin, aujourd'hui et demain, certaines fermes de l'Isère et d'une partie de la Savoie vous ouvriront leurs portes à travers 8 circuits qui sillonneront les massifs de Beldonne, de Chartreuse, du Vercors, du Sud Isère et les régions du Sud Grésivaudan, du Viennois au Chambaran. Renseignez-vous au 04 76 20 68 55. On se retrouve samedi prochain à Messimy, dans le département du Rhône. Et c'est dans le Rhône que nous emmène tout Mourican avec son passé recomposé. Nous allons visiter quelques ruelles, quelques patrimoines de Villefranche-sur-Saône. La rue nationale à Villefranche-sur-Saône présente aux promeneurs quelques superbes hôtels particuliers qui témoignent d'un passé d'une richesse inattendue. Bien, cette richesse, on peut la faire remonter approximativement au début du XVIe siècle, c'est-à-dire immédiatement après le passage ici de Pierre et Anne de Beaujeu. Anne de Beaujeu, c'est Anne de France, fille de Louis XI, et cette Anne de Beaujeu Anne de France avait épousé Pierre de Beaujeu, duc de Bourbon, et elle a été la régente de France, désignée par son père, à la mort de son père, en attendant la majorité de son frère, futur Charles IX. Donc elle a vécu ici? Elle a vécu ici, et en 2 occasions, au moment de sa régence, je dirais légale, et au cours d'une 2e régence de fait, c'est-à-dire tout à fait à la fin du XVe siècle, pendant que son frère était en Italie, à la tête de ses troupes, le roi donc, lui avait délégué ses pouvoirs pour diriger la France, et par le fait, Villefranche est devenue la capitale du royaume. Donc il fallait bien qu'on loge les dignitaires, les ministres et les hommes d'affaires, disons, d'Anne de Beaujeu. Ils ont habité ici et ils ont fait construire ces maisons. La beauté du centre de Villefranche est hélas gâchée par la cohabitation entre des styles architecturaux incompatibles. La juxtaposition entre modernisme et classicisme est un casse-tête. Pris d'une toquade pour un superbe hôtel particulier, l'hôtel Gaillan, Olivier Planche et sa femme en savent quelque chose. Ils l'ont restauré au prix de 3 ans d'une bataille quotidienne et non sans quelques déboires.
je pense que si on n'est pas sur le chantier tous les jours, les choses n'avancent pas. Ça, c'est une règle d'or. Je pense que le fait que ce soit de la rénovation est quelque chose de beaucoup plus lourd parce que ça met en œuvre des techniques plus précises, des corps de métier qu'on ne rencontre pas tous les jours. Et ça se surajoute justement à tous les problèmes de plomberie, de menuiserie et de maçonnerie qui là aussi étaient très très difficiles. Alors dis donc, je vous félicite pas surtout parce qu'il y a deux, trois rénovations que je ne trouve pas formidables. Tout à fait. Les vitres là-haut, il y a également des gouttières. Comment se fait-il qu'il y ait eu quand même, pardonnez-moi, mais quelques petites fautes de goût Alors, je serai aussi critique que vous-même parce que je considère que ceci est fort dommageable. Lorsque l'on rentre ici, on devrait voir cette atmosphère, ces ogives, ce pilier torsadé, et on voit cette descente, on voit ces fenêtres avec menuiserie métallique, et ceci est fort dommageable. Alors, il faut savoir que lorsque vous faites une rénovation, vous avez un architecte des bâtiments de France, et c'est lui qui fait le cahier des charges, c'est lui qui l'écrit, et c'est lui qui en impose le respect. Si bien que, malgré notre souhait de voir modifier certaines parties, et en particulier celle-ci, nous n'avons rien pu obtenir comme aménagement. Je ne pense pas que ce soit une affaire de riches. Je pense que c'est plus une affaire de cœur, une affaire de plaisir, de voir des beaux monuments comme ça reprendre vie. C'est pas du tout une affaire d'argent. Alors la chorale du collège La Forêt à Saint-Genis-sur-Guiers, elle vient de fêter, je crois, cette chorale, son 20e anniversaire, hein, c'est ça. Elle est dirigée par Robert Combaz et interprète pour vous Watashi. On les écoute. Watashi, watashi wa totemo shiawase ne. Anata no ai ni setsumarete no kara. Watashi, watashi wa totemo shiawase ne. Anata no ai ni setsumarete no kara. Konniwa watasai no kara keru made. Watarite wa arigato watashi omoide. Watashi, c'est du japonais interprété par des Saint-Genestois. À la semaine prochaine.